Est-ce qu'on peut baisser mon retour ici un peu? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Ella de Madagascar, ça fait loin. Oui, Finalement, avec ce confinement qui démarre demain à Tunis, comme tu as pu le savoir, on est tout seul à la médiathèque. Je suis entourée par la merveilleuse équipe qui a organisé cette rencontre entre nous et nos amis lecteurs qui, j'espère, vont nous rejoindre petit à petit. Bonjour Ella Fri, je suis ravie bonjour. d'être là. Moi On va aussi, parler. ravie. Alors, on se met d'accord dès maintenant, on se tutoie, on se vous voit. Ouais, on peut se tutoyer. Enfin, comme moi, ça me va de tutoyer, il n'y a aucun problème. On va se tutoyer puisqu'on C'est s'est déjà parfait. parlé longuement pour préparer cet entretien. Je suis vraiment ravie de l'initiative de l'Institut français de Tunis. Je suis ravie de te rencontrer. Je suis ravie que tu aies écrit ce livre aussi parce que vraiment, les témoignages, les expériences, les histoires ne se ressemblent pas et c'est de ça qu'on va parler. J'ai choisi d'articuler cette rencontre en 4 parties. La première partie, c'est toi. Qu'est-ce qui t'émeut en tant que personne, en tant que jeune femme? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi tu as eu l'envie d'écrire ce livre? La deuxième partie, justement, on va parler du livre, juste des personnages, de l'intrigue, du style, de la narration. La troisième partie, c'est une petite surprise, donc je ne vais rien te dire pour l'instant. Et la quatrième partie, D'accord. c'est les interactions avec nos spectateurs, nos auditeurs, tous ceux qui suivent ou qui vont être interpellés par ce qu'on va raconter. N'hésitez pas à écrire, à poser vos questions sur le live Facebook. Voilà, Hela. Donc, je te présente un peu à nos chers spectateurs. Hela Fri, 38 ans, franco-tunisienne. Tu as grandi à Tunis. Tu es partie à l'âge de 18 ans. Tu as fait le choix de faire ta vie au-delà des mers, d'être dans la grande institution euh, de, de l'éducation française, puisque tu es institutrice, c'est ça? Je suis professeure de lettres Professeur dans de lettres. l'enseignement, voilà, pour le secondaire, Voilà, pour le au collège et au secondaire. lycée. Comment? Au collège et au Au lycée. collège et lycée. Tu as, après la France, tu as choisi d'aller au Sénégal. Tu as passé de merveilleuses années là-bas. Et puis, Madagascar s'est présenté, une opportunité lointaine, mais très intéressante, très riche, puisque c'est vraiment, on en parlait, tu m'as dit à quel point c'était très loin de nos référents habituels. Mhm. Exactement. Donc, je vis à Madagascar depuis maintenant. Et c'est ma 4e rentrée à Madagascar. Et juste après une expérience au Sénégal de 3 ans. Donc finalement, tu as passé plus de temps loin de la Tunisie qu'en Tunisie. Alors, je suis partie de Tunis, j'avais 18 ans. Ouais, Et j'en ai 39, voilà. presque, Donc 38. ça y est. Quel souvenir tu gardes de la jeune fille, de l'enfant que tu étais à Tunis? Et aussi, quel souvenir de retour? Parce que j'imagine, puisque tes parents sont toujours ici, tu viens régulièrement. Je parle avant le Covid. Donc, il y a aussi de nouveaux liens et de nouveaux souvenirs qui se créent à chaque petit voyage à Tunis. Oui, alors, quand j'étais enfant, donc j'ai vécu à Tunis jusqu'à l'âge de 18 ans, à Tunis même. De mon enfance, j'ai des souvenirs plutôt heureux. J'ai vraiment baigné dans la double culture, ma mère étant française et mon père tunisien. J'ai été élève au lycée Pierre Mendès France, enfin à l'école à Mutuelleville, et puis après au collège et au lycée. En même temps, j'allais souvent aussi. Du coup, mon père est tunisien, donc tous mes cousins sont tunisiens. Donc, j'ai aussi des liens forts avec mes cousins et cousines de Sfax. Et j'ai vraiment un souvenir d'une enfance paisible, heureuse.
Et j'y retourne, c'est vrai, régulièrement en vacances, souvent l'été, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. J'aime bien, ça me permet de me ressourcer, de retourner à Tunis. En général, c'est en août. Et si je le peux, je reviens aussi au mois de décembre, en général pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc j'ai gardé un lien quand même assez fort avec le pays natal. Revenons il y a 10 ans exactement. Tu n'étais pas là pendant les jours de la Révolution. Je parle de ces jours-ci, le 13-14, mais tu étais là justement aux vacances de fin d'année, 15 jours avant. C'est ça. J'étais à Tunis pour les vacances de décembre et je suis rentrée en France. J'enseignais à l'époque en région parisienne. Je suis rentrée en France pour la rentrée scolaire, tout simplement. Est-ce Donc que, comme oui, tous j'étais. les Tunisiens Pardon. de cœur, tu étais scotché à Facebook, à Twitter, en train de suivre H24 les news? C'est ça. J'étais scotchée aux écrans, à Facebook, Twitter. Je regardais, oui, je regardais tout ce qui se relayait. Et puis comme je vivais en région parisienne, j'ai aussi beaucoup d'amis tunisiens ou franco-tunisiens que je connais de mon enfance en fait et de mon adolescence qui vivent à Paris. Donc c'est vrai qu'on avait aussi des échanges aussi sur place pendant toute cette période. Euh, tu avais vu venir les événements ou pas, comme beaucoup de monde? Est-ce que j'avais vu venir les événements euh, tel que cela s'est passé, c'est compliqué de répondre, non, parce que enfin, en décembre, quand j'étais en vacances à Tunis, j'ai en effet senti qu'il y avait voilà, des choses qui bougeaient, qui se transformaient, mais avec le sentiment qu'il allait se passer quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'une fois arrivée à à Paris, pardon, j'ai suivi les informations, les réseaux sociaux, et puis on sentait quand même voilà, que des choses se transformaient, mais que ça se passe en si peu de temps. Je ne sais pas si j'étais prêt, si je m'y attendais en fait. Je ne suis pas sûre que je sois la seule à le penser. Ah, ça c'est sûr, tu es loin d'être la seule et je pense qu'on a tous mis du temps pour processer, pour réaliser tout ce qui nous arrivait. Euh, la preuve, ton livre qui parle de ces jours avec une grande précision, finalement, est là 10 ans plus tard. Donc, c'est que tu as vraiment pris le temps de digérer toutes ces infos et de les ressortir sous ta forme, qui est cet ouvrage Noces de Jasmin. Comment est venue l'envie d'écrire ce livre et pourquoi cette période en particulier? Alors, l'envie d'écrire ce livre, c'était d'abord l'envie d'écrire un roman. Avant d'écrire sur la révolution tunisienne. J'avais vraiment envie d'écrire un roman depuis très longtemps. C'est un rêve d'enfant. J'avais envie d'écrire déjà quand j'avais une dizaine d'années. J'écrivais des petits poèmes, des contes. Ensuite, j'ai tenu un carnet de voyage pendant longtemps. J'écrivais des pensées, des textes, mais rarement des fictions. Et j'avais vraiment, je rêvais d'écrire une fiction. Et le déclic s'est fait ici il y a donc maintenant 2 ans. Donc j'ai commencé à écrire ce roman en janvier 2019 et j'avais plusieurs histoires possibles en tête. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis retombée sur tout un dossier de presse que j'avais fait, enfin tout un classeur avec des coupures de presse que j'avais soigneusement découpées pendant la Révolution, parce que j'étais scotchée aux réseaux sociaux, mais j'achetais aussi les journaux tous les jours et presque tous les journaux. Et donc, en feuilletant ce classeur, je me suis dit que ça pouvait être un sujet, voilà, que c'était mon sujet. Ça s'est imposé à moi à ce moment-là. C'est très touchant cette histoire de classeur parce que c'est très old school pour moi. Finalement, on fait des dossiers sur nos ordinateurs où on met 3-4 liens, mais cette idée d'un vrai classeur avec des vraies coupures, bon, ça peut faire un peu serial killer aussi, hein, mais c'est c'est pas le propos. Mais je vous imagine avec vos petites coupures en train de relire tout ça, c'est rigolo. L'écriture du livre a commencé au Sénégal ou à Madagascar?
Non, elle a commencé à Madagascar. Ça faisait déjà une année que j'étais en poste ici à Madagascar. Et donc voilà, c'est un an, un peu plus d'un an et demi. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait d'écrire le roman. En fait, c'était l'éloignement, je pense, qui était bien plus important à ce moment-là que lorsque je vivais au Sénégal, où je pouvais finalement revenir plus facilement en Tunisie. Même il y avait des vols directs pour la Tunisie depuis Dakar. Et Ouais. c'est vrai que là, l'éloignement du pays natal, je pense que ça a renforcé une forme de nostalgie et ça m'a donné envie d'écrire sur ce sujet-là. Le processus d'écriture entre la première page blanche et le jour où l'éditeur dit Banco, ça y est, on a la version finale. Il s'est passé combien de temps? Entre le premier jet et la version finale, je dirais 9 mois et 9 mois, un peu plus d'un an et demi à peu près. Un an et demi. J'ai mis 8 mois à peu près à écrire le premier jet. Et c'est à partir du premier jet que j'ai donc eu ce contrat chez Jean-Claude Lattès. Et ensuite, j'ai mis de septembre à peu près avril, mars-avril, pour réécrire le récit. Il y a eu plusieurs jets, bien sûr. 3, 4 jets, peut-être un peu plus. Être publié chez Lattès pour un premier roman, c'est quand même... Ça a dû être une sacrée émotion le jour où vous avez signé. C'est génial. Alors, on va Oui. parler justement du livre. Alors, j'explique à nos spectateurs, la structure narrative rend vraiment la lecture très facile. Je m'explique. Il y a 4 narrateurs tout au long du livre. C'est des chapitres très courts. Ça peut même être une page et demie. C'est l'histoire d'un couple. On va un peu rentrer dans le détail, hein, puisqu'on va parler de l'intrigue. C'est l'histoire de Mahdi et Essia, une histoire d'amour contrariée justement par ces jours de chaos à Tunis et ailleurs. Mahdi est dans une cellule dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur et Essia, qui finalement c'est un amour balbutiant, donc elle ne sait pas trop si ce jeune homme l'ignore parce qu'il a eu ce qu'il a voulu ou si c'est vraiment le contexte politique qui fait qu'il ne répond pas à ses appels. Donc on suit Mahdi d'un côté, Essia de l'autre. Mahdi est dans une cellule, donc comme je vous le disais, la cellule aussi est narratrice. La cellule Mhm. raconte ce séjour de Mahdi en son sein. Donc, c'est vraiment, moi, c'est mon personnage préféré, la cellule. Et il y a aussi Yessine, le papa de Essia, donc l'héroïne du livre, qui est tiraillé parce que justement, c'est la génération au-dessus, donc un peu plus craintive. Il n'est pas dans cet élan révolutionnaire. Vous racontez son histoire d'amour avec sa femme qui est française, ce couple mixte avec les difficultés de la routine, de la distance qui s'installe, des tentations de ci, de là. Voilà, donc c'est ces 4 personnages-là qui nous racontent l'histoire. Comment est venue l'idée de cette narration à 4 voix? Ce roman choral, l'idée de ce roman choral, j'en ai lu des romans enfin, sous cette forme et c'est vrai que je trouve que c'est une forme narrative intéressante. Et puis, j'avais vraiment envie de donner une voix à chacun des personnages, de pouvoir raconter de l'intérieur ce que chaque personnage pouvait ressentir et comment il vivait en fait cette révolution, ces événements. C'est vraiment d'entrer voilà, dans les pensées de ces personnages. Donc, ça permet aussi d'avoir plusieurs points de vue. Ça permet de, euh, de faire avancer aussi l'action par ces histoires singulières, individuelles, avec des possibles retours dans le passé, qu'ils soient historiques ou des souvenirs d'enfance. Voilà, c'était aussi l'idée, c'était d'avoir une forme presque musicale de l'écriture avec ces voix, l'aspect choral. Alors, petite surprise, je disais quelle classe de publier son premier ouvrage
chez Lattès et justement nous fait l'honneur d'être là, le directeur de ton label, de la collection La Grenade. Je vois deux grands sourires, ça en dit long sur la complicité qu'il y a pu y avoir autour de ce livre entre vous. Bonjour, bonjour, Monsieur Guven-Maïr. Bonjour. Merci, je Bonjour sais que vous êtes Maïr. débordé. Pardon? J'ai dit merci d'être là, je sais que vous êtes débordé. Ça va, on fait avec, hein. Alors, on va faire vite. Racontez-moi d'abord votre rencontre à tous les deux, parce que quand vous vous êtes connus, Maïr n'était même pas chez Lattès et vous n'étiez pas encore auteur. Donc, c'est vraiment, vous avez grandi tous les deux à travers cette aventure. Oui, alors moi j'aime bien courir. Et donc on est à Madagascar. J'étais à Madagascar pour donner des cours d'écriture. Je suis moi-même auteur. Et donc on est allé courir avec Ella dans les rizières. Et donc des belles rizières, vous voyez. Donc, si les gens aiment la couleur verte, le vert, en fait, tant qu'ils ne sont pas allés à Madagascar, ils ne peuvent pas savoir ce qu'est le vert. Là-bas, il y a 1000 dégradés de verre. Donc, on courait dans les rizières en admirant le verre. Et là, m'a dit timidement, moi, j'ai un manuscrit, blablabla. Et donc, à l'époque, c'était 20 pages. Et quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que le texte était... il y avait une sincérité et une vraie force dans le texte. Et je lui ai dit, il faut finir maintenant. Il faut en faire un vrai texte. Et puis, et je le transmettrai à des personnes. Et à l'époque, j'avais une éditrice en tête qui dirigeait justement les éditions Jean-Claude Lattès, qui entre-temps est parti. Et quand j'ai rejoint Jean-Claude Lattès pour créer ce label, j'ai proposé à Ella, bien entendu, de nous rejoindre. Voilà, voilà. Et là, ton souvenir de ta rencontre avec Maïr? Bah, moi, mon souvenir, alors c'est vrai qu'il y avait aussi cet échange quand on est allé courir dans les rizières. Il y a aussi les ateliers d'écriture qu'il a animés auprès de nos élèves au lycée français de Tananarive. Et c'est vrai que ça a été une expérience très forte. Les élèves étaient vraiment emportés par les récits de Maïr, tout ce qu'il racontait autour de son désir d'écrire. Et puis, ils ont tous adoré son roman Grand Frère. Et c'est vrai qu'il est resté 15 jours en résidence au lycée. Et Maïr a fait des interventions aussi, une intervention à l'Institut français de Tananarive. Et c'était vraiment très, très riche. Et c'est vrai que l'entendre parler de son livre, l'entendre expliquer aux élèves comment il en était arrivé à écrire son premier roman, ça donnait envie, en fait, d'écrire, tout simplement, aussi. Alors, le label de Maïr, c'est vraiment finalement du sur-mesure. Ça a été parfait pour toi, Ella, parce que Maïr me disait en préparant cette rencontre, moi, dans la collection La Grenade, c'est vraiment les premiers romans. On se veut découvrir de talents. On veut inciter des gens qui sont loin du monde de l'édition à oser franchir le pas. On veut leur donner une voix. On veut arrêter avec cette camaraderie de j'ai le cousin de mon copain qui a son papa patron. Voilà. Donc, et toi, de ton Tananarive au fin fond de Madagascar, franco-tunisienne, qui arrive à faire parvenir son ouvrage dans finalement une des plus grandes maisons parisiennes d'édition, je crois que Maïr, on est vraiment dans le cœur du sujet là, de ce projet La Grenade. Oui, exactement, exactement. Donc, on a créé La Grenade pour ça. Moi, à peu de choses près, je pense que, par exemple, mon premier roman, si je n'avais pas travaillé dans la presse, je ne l'aurais pas publié. Ou je l'aurais publié peut-être sur le tard, à 50 ans, avec une sorte d'énergie créative qui m'habitait déjà depuis l'adolescence. Et donc, il a fallu que je travaille dans la presse, que je connaisse des gens. Donc, moi, je faisais partie, à ce moment-là, des gens qui avaient un ami qui travaillait dans l'édition et j'en avais pas qu'un. Je me suis dit, je pense que dans le monde francophone, des gens qui parlent la langue française, il y a plein de gens qui écrivent comme ça, qui ont une énergie en eux. Mais à mon avis, les courroies et les relais manquent. Donc, il faut créer cette courroie, il faut créer ce label. En même temps, j'ai le sentiment encore que la littérature, en tout cas le monde de l'édition, est habité par... c'est vieux, quoi. C'est un peu poussiéreux. On a envie Vous me disiez tout à l'heure que l'âge moyen d'un auteur aujourd'hui qui est publié est de 58 ans. Ouais, ouais. Donc là, tu as 20 ans d'avance, c'est trop tôt. C'est trop. C'est une jeune autrice. Et donc l'idée, c'était de me dire, j'aimerais bien incarner les textes, la voix, les voix d'une nouvelle génération, de publier des textes
qui raconte les passions qui traversent une certaine jeunesse. Et donc, j'ai proposé de créer la Grenade. Bon, j'avais avant travaillé dans la presse. C'était mon 3e projet éditorial, mais le premier où j'étais vraiment tout seul et vraiment indépendant. Et j'ai vraiment envie que ça marche. J'ai vraiment envie qu'on soit présent et que les auteurs de la Grenade, ce soit les auteurs francophones de demain, que ce soit ceux qu'on cite dans les cours, à la fac, qu'on invite dans les belles émissions, etc. Super, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Dernière question, Maïr. Vous me disiez que vous ne saviez pas grand-chose de la révolution tunisienne et qu'à travers ce livre, vous avez découvert plein de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez des noces de Jasmin? Ah, effectivement, bon, comme beaucoup de gens, je m'intéresse à l'actualité, mais comment vous dire, en dehors de lire les journaux et peut-être des statuts sur les réseaux sociaux, des informations, je ne connaissais pas grand-chose. Les événements clés, Mohamed Bouazizi, la fuite de Ben Ali, etc., les premières élections. Et en fait, ce que j'ai aimé, pour moi, une révolution, c'est avant tout des voix intérieures. L'histoire, en fait, c'est plus intéressant quand on la lit par la petite histoire. Et donc, ce que j'ai retenu de Noces de Jasmin, c'est qu'il y avait une attente, il y avait beaucoup d'espoir. Et c'était une attente qui était enfouie, comme si les gens l'avaient rangée sous leurs chaussures et qui marchaient toute la journée et qu'il manquait plus que ça s'allume pour que les gens décollent. Et ce que j'aime, c'est que dans Noces de Jasmin, on raconte un moment. On raconte ni l'avant ni l'après, finalement. On raconte le moment. Et c'est ça que je trouve fort. C'est-à-dire que j'ai eu des commentaires, des gens qui m'ont dit oui, mais vous savez, après, pendant la Révolution, il s'est passé ci. J'ai dit, mais en fait, c'est pas ça que le livre raconte. Le livre, il raconte une semaine, 2 semaines, 1 mois à peu près. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le Jasmin. J'ai trouvé ça particulièrement réussi et je voulais absolument le publier. Voilà, je voulais que ça existe. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Maïr, Guven. Je vous laisse dire au revoir à Ella. Salut Ella. Au revoir Maïr. Merci. Salut, merci beaucoup. Merci Amel, merci. Paris, Tananarive, Tunis, attention, hein, ça rigole pas à l'IFT. Hein. Des moyens, super production internationale. On revient à notre narration chorale. Donc, on a compris que c'est un style que tu aimais bien. L'autre grande interrogation en lisant le livre et en te découvrant un peu, elle est franco-tunisienne, elle est très jolie. La maman est française, le papa, enfin bref, il y a Sfax, Tunis. Donc, on se pose quand même des questions sur la part de fiction et la part d'autobiographie. Et tu joues avec ça. Oui, je dirais que c'est de l'autofiction, en fait, ce roman, plus qu'une autobiographie. Parce que pour le coup, ça ne raconte pas mon histoire, donc c'est plutôt de l'autofiction. Alors, qu'est-ce que l'autofiction? Alors, l'autofiction, c'est lorsque on prend des éléments de soi ou de sa vie ou de son entourage ou d'événements qu'on a vécus ou qu'on connaît bien et qu'on en fait une fiction. C'est-à-dire que ce qui est raconté dans le roman, ça reste quand même vraiment une fiction. Ce que je veux dire, c'est que les personnages qui ont été construits pour ce roman, ils restent vraiment des personnages fictifs. Alors, il y a des traits de caractère qui sont bien sûr tirés de personnages qui m'entourent, de gens que je connais, etc. Mais toutes leurs actions, tout ce qu'ils font, finalement, ça reste quand même de l'ordre de l'imaginaire. Ce ne sont pas des actions que les gens que je connais ou que ce ne sont pas des actions qui ont été réalisées dans la vraie vie, c'est ça que je veux dire. Donc, ça reste une autofiction. Les personnages sont parfois construits à partir de même plusieurs personnages, plusieurs personnes différentes que j'ai côtoyées, que je connais ou qui font partie de mon environnement proche. J'ai choisi 4 petits extraits. On va parler des 4 personnages et tu vas me dire quel est celui auquel tu es le plus attaché. Alors, le premier extrait que j'ai choisi, c'est Yassine, donc le papa de Essia, qui est pharmacien, un homme d'un certain âge, marié, bien rangé. Et là,
l'extrait qui m'a vraiment touchée, c'est le jeune Yessine, quand il était jeune et qu'il arrive en France pour faire ses études. Donc, je vous lis. Quand je me retrouve en France, je parle mal, je ne comprends rien. Je mélange toutes les expressions. Je dis 8 pour le chiffre 8 et je mets les i sous les points. Cela amuse les Français de m'entendre buter sur les mots, détourner les expressions ou réinventer leur langue. Je ne me vexe pas, je sais que je mets de l'ambiance. Je crois que nous, enfin moi comme toi, on a fait nos études en France, mais on sortait de l'école française, donc on n'a pas eu ce problème, mais on a tous, moi, je me souviens de mon grand-père qui me racontait ça sur ses études à Paris, ou mon père qui sentait aussi la différence. Ça, par exemple, c'est fictif ou c'est vrai? Non, c'est pas fictif, pour être honnête. Je me suis inspirée de récits de mon père ou d'amis de mon père ou de personnes de cette génération-là, des personnes qui sont parties en France pour faire des études et qui ont rencontré ces difficultés ou d'adaptation, en tout cas cet effort d'adaptation, que ce soit par rapport à la langue, l'environnement. Donc dans un pays qui reste, même si la langue française était présente en Tunisie, qui reste quand même un pays étranger où il y a aussi forcément un moment d'adaptation. Le deuxième extrait, c'est la cellule. Donc, comme je vous le disais, il y a 4 narrateurs dans le livre, dont la cellule du sous-sol du ministère de l'Intérieur qui raconte ce qu'elle voit. Et vers le milieu du livre, elle dit, la cellule parle, elle dit, moi, j'écoute, je regarde, je commente, j'enterre. Ces mots, ces pierres de mots qui s'encastrent dans les miennes, qui cherchent leur place, ces tombeaux de mots, Mahdi, il crèvera peut-être, mais moi, je saurai jusqu'au bout qui il a été. Je renfermerai son secret. Tous les prisonniers, toutes les personnes qui ont eu la malchance de connaître ce sous-sol ou toute autre cellule disent « Ah, si les murs pouvaient parler ». Et là, dans ton livre, les murs parlent. Ouais. Oui, alors là, c'est une idée qui m'est venue après un voyage au Cambodge. Enfin, plutôt, je me suis rappelée d'un voyage au Cambodge où j'avais vu les cellules des prisons pendant la dictature des Khmers rouges. Et c'est vrai que de voir ces cellules-là, ça m'avait vraiment touchée et ça m'avait travaillé. Voilà. Et je m'étais fait la réflexion que rien qu'en entrant dans ces pièces-là, j'avais l'impression de ressentir en fait il y avait encore il y avait encore des traces de sang sur les murs. Enfin, c'était quand même sordide. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez effrayant. Et j'ai eu à nouveau cette sensation-là en vivant au Sénégal, quand je suis allée sur l'île de Gorée, et que j'ai vu aussi voilà, les cellules des esclaves sur l'île de Gorée. Et c'est vrai que je me suis dit, autant faire parler les murs. Et c'est comme ça qu'est né le personnage assez singulier de la cellule. Voilà. Est-ce que c'est un clin d'œil à Gilbert Nakache, paix à son âme, oui, aussi. Les mots écrits sur le papier de cigarette? Oui, c'est un clin d'œil à Gilbert Nakache, oui. J'avais été vraiment aussi émue par le fait qu'il ait écrit, oui. Voilà, qu'il ait écrit des extraits sur des parcelles de papier de cigarette. Ouais. Tout à fait. Alors, le troisième extrait, c'est Essia. Donc, je rappelle un peu l'histoire. Essia est amoureuse de Mahdi. Mahdi a disparu. En fait, il est en prison, mais elle ne le sait pas. Et elle part sur ses traces. Elle veut rencontrer ses parents à Sfax. Elle arrive à trouver leur adresse grâce à sa grand-mère. Elle s'y rend. Et là,
bémol pour moi, je vais être sincère, j'ai été très dérangée par cette scène. Donc, je vais lire. Essia donc arrive, elle papote avec les parents au salon et puis soudainement, il se lève. La mère de Mardi s'éclipse dans la cuisine. Le père scrute mon regard fuyant, puis sort de la pièce rejoindre sa femme, mal à l'aise. Le silence règne. J'entends le père de Mardi dire tout bas « Moi, ça m'est égal qu'elle soit française. » Mais elle est française et sa grand-mère, Mama Maïssa, a beau connaître tout le voisinage, son attitude s'écarte de notre frange sociale. Elle virevolte dans tous les sens, dit ce qu'elle pense et surtout, elle a laissé son fils épouser une Française. Essia ne ressemble même pas à une Arabe, comme son père. D'ailleurs, je ne peux pas envisager que mon fils puisse la fréquenter. Alors, moi, c'est pour moi, 1, 2, 3, 4, 5 clichés en un paragraphe. Alors, je sais que ça existe, mais aussi concentré, aussi peu discret, les parents qui vont dans la cuisine et qui déchiquetent la fille en deux, j'ai trouvé ça un peu gros. C'est voulu, c'est vraiment pour aller dans les extrêmes. C'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. J'ai pu être témoin de ce genre de situation. Alors, elle ne ressemble pas à une sans arabe. En dire, peut-être sans en dire plus. Non, pas de langue de bois, pas de langue de bois, on en parle. Non, rien que de dire elle ne ressemble pas à une arabe, je connais tellement de Sfaxiens ou Bizertins ou Tunisois ou, qui sont blonds aux yeux bleus. Donc finalement, cette phrase n'a pas trop de sens. Mais elle existe certainement. Si tu dis que tu l'as entendue, c'est que tu l'as entendue. Et pour toi, cette histoire de mariage franco-tunisien, c'est aussi un truc qui peut exister aujourd'hui encore? Ah bah oui. Oui, je pense que c'est des choses qui peuvent exister. Alors, ça a évolué, bien sûr. Je pense que ça a pas mal évolué. Mais c'est vrai que je voulais mettre l'accent dessus dans ce passage-là. D'accord. Parce que moi, je suis mariée à un Français. Et après, on rentre dans la sphère intime. On va entrer dans la sphère intime. Et je n'y tiens pas. Non. Le dernier extrait que j'ai choisi, donc, c'est digne d'un film hollywoodien, ce ratage où elle se fait voler son téléphone pile au moment où lui récupère un téléphone et on attend enfin, ils vont se parler. En fait, non, on lui a volé son téléphone à Essia. Donc, Mahdi appelle dans le vide. Et les jours passent et au moment où il est enfin libre, elle l'appelle. Il ne décroche pas parce qu'il ne connaît pas ce nouveau numéro. Elle lui écrit que c'est Essia et il ne décroche pas parce qu'il vient de sortir de sa cellule et il est complètement emporté par le flot d'énergie du 14 janvier. En fait, on est en plein dedans. Alors, est-ce que là aussi, tu as voulu... J'arrive pas à comprendre si c'est pour exprimer cette excitation extrême ou même son amour et ses jours d'attente pour parler à Essia sont balayés d'un revers de main parce que c'est trop beau ce qui se passe, ou est-ce que c'est pour pousser l'intrigue de l'amour qui n'arrive pas à se reconnecter entre les deux? Oui, c'est pour donner une dimension romanesque en fait aussi. C'est une fiction qui est quand même très documentaire aussi. Et donc, c'est pour donner un élan romanesque à l'histoire. Tout à fait, c'est ça. Alors, romanesque, pas romantique en tout cas, parce que le fait qu'il n'ait pas décroché... romanesque. Romanesque, c'est différent. C'est différent. Tout à fait. Quel personnage, finalement, je sais, c'est comme demander à une maman quel enfant elle préfère, c'est difficile, mais est-ce qu'il y a un personnage avec lequel tu as eu plus de plaisir ou qui te touche plus que les autres? Oui, Mama Maïssa, c'est mon personnage préféré. J'aime bien cette grand-mère qui, voilà, assez courageuse, originale. Coquine. Voilà, aussi. Non, et très tendre aussi. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je vais lire quelques questions qui sont arrivées sur la page de notre rencontre. Alors, j'ai Milatri qui demande si vous êtes détaché de l'éducation nationale dans les pays d'Afrique et est-ce que c'est une initiative personnelle? Est-ce que c'était un choix de se retrouver en Afrique? Et la deuxième partie de sa question, quels sont les points positifs
et l'inverse également suite à votre expérience. Elle parle de votre expérience de professeur, j'imagine. D'accord. Alors oui, c'est un choix. Je suis donc détachée de l'Éducation nationale française au ministère des Affaires étrangères. Donc je suis professeure de lettres depuis 7 ans dans des établissements de l'AEFE. Donc, et ici, j'ai une casquette en plus, puisque depuis 3 ans et demi, je suis à la fois professeure de lettres au lycée français de Tananarive et formatrice pour les enseignants des 20 établissements de la zone océan Indien, c'est-à-dire Maurice, Madagascar, les Seychelles et les Comores, ce qui me permet de voir des publics différents, de voyager. Ah ouais. Voilà, c'est un choix, j'aime ça, j'aime voyager depuis très longtemps. Et quand j'étais étudiante, déjà, je faisais des stages à l'étranger. Donc, j'ai passé 6 mois en Inde en tant que professeur de FLE, 3 mois en Équateur. J'ai été étudiante 1 an à Londres aussi. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté? Le fait de voyager, bien évidemment, beaucoup de richesses, des points de vue différents. Une identité qui se transforme aussi, c'est très intéressant. Au contact des différentes cultures, eh bien, forcément, on a une identité qui se transforme aussi. Et puis, au niveau de l'enseignement, mais j'aime ça, en fait, tout simplement, ce que ça m'apporte. J'aime la littérature, je suis passionnée de littérature depuis toujours. Et j'aime enseigner la littérature aux élèves, j'aime les faire écrire, j'aime découvrir des œuvres aussi, pas seulement classiques, mais aussi contemporaines, leur faire découvrir des œuvres contemporaines, leur faire rencontrer des auteurs. Et le fait d'être formatrice d'enseignants, ça me permet d'avoir aussi aussi un champ de rencontres beaucoup plus large. Je rencontre des élèves et des enseignants d'établissements et de cultures éducatives très différentes. Alors, deuxième question de Patrika Alissona. Qu'avez-vous retenu de cette révolution? Ce que j'ai retenu de cette révolution. Alors, c'est une question très ouverte, très large. Moi, ce que je retiens de cette révolution, comme je vous le disais tout au début, c'est qu'on voit vraiment que ça s'est fait très vite, en 3 semaines. Hein, donc, c'est un moment fort dans un temps très restreint. Pour moi, c'est un événement historique pour lequel je continue. Si j'ai écrit sur cette révolution, c'est que ça m'a habité longtemps. Ce que j'en retiens, c'est vraiment un mouvement général de courage et de volonté de dire non à la restriction des libertés. Autre question. Écrivez-vous un autre livre sur l'après-noces de Jasmin? Non, je n'écris pas de roman sur l'après-noces de Jasmin. J'ai un autre projet en tête. J'ai envie d'écrire un roman qui se passe à Madagascar. Donc, j'ai une idée pour l'instant, mais une idée, ça reste encore ça reste souvent aller. Enfin, voilà, il faut que je construise des personnages, une intrigue. J'ai commencé à avoir des pistes, mais je n'en dis pas plus. Alors, une dernière question, et c'est moi qui la pose. Est-ce qu'il y a eu d'autres idées de titres que Noces de Jasmin? Alors oui, il y a eu à un moment donné le royaume des hautes herbes parce qu'il y avait une métaphore filée du royaume végétal de l'enfance des Sia. Après, ça s'est transformé en branche de jasmin. Et puis progressivement, le titre Noces de Jasmin, enfin, qui a un lien en fait avec l'histoire de Mama Maïssa, m'a paru le plus approprié. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une petite question? Non, ils sont timides, mes copains. Petit message à ceux qui nous regardent. Demain, on sera le 14 janvier, 10 ans plus tard, avec le recul, mais le cœur d'une Tunisienne qui bat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent? Parce que c'est un peu dur là en ce moment. Oui, je sais bien que c'est un peu dur.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, je sais qu'on remet beaucoup en question, hein, je lis les articles de journaux, la presse, je me documente, je continue à m'informer. On remet beaucoup en question cette révolution. Est-ce que vraiment c'est mieux maintenant, etc. Je comprends tous ces questionnements. Certains journalistes m'ont demandé est-ce qu'on peut parler de divorce aujourd'hui, de mauvais temps, après le printemps, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une révolution, de toute façon, ne se fait pas du jour au lendemain. Que oui, la situation économique est certes difficile et qu'il y a d'autres sujets qui sont complexes, mais qu'on est dans une transition démocratique et le plus important, c'est de pouvoir continuer à s'exprimer. Et que le fait de pouvoir dire ces choses-là, justement, de pouvoir exprimer un mécontentement, par exemple, de pouvoir même remettre en question certaines choses, ça fait partie de la transition démocratique. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avant la Révolution. Et j'ai envie de retenir ça, en fait, aussi de cette révolution et de ce chemin qu'elle est en train de faire et qui n'est pas forcément, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et voilà, on m'a parfois dit que j'étais peut-être optimiste, que j'étais trop optimiste dans mon roman. Alors je dis bien à chaque fois que j'arrête le roman au lendemain de la révolution. Le roman s'arrête le 15 janvier, donc le 15 janvier, il y avait beaucoup d'espoir et c'est la réalité. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que la Tunisie, les Tunisiens dont je fais partie, nous sommes un peuple avec une belle avancée économique malgré tout au fil des années, même si on rencontre des difficultés, une belle avancée philosophique, une culture très forte, et puis une parole qui se libère et beaucoup de choses qui s'écrivent. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien rester malgré tout optimiste, tout en restant réaliste aussi. Tes mots ont bizarrement résonné en moi parce que je suis née un 15 janvier et je m'appelle Emel qui veut dire espoir. Donc tu as dit le 15 janvier c'est l'espoir. Je dis bon bah ça y est, la boucle est bouclée, c'est parfait. Merci beaucoup Ella, vraiment. Rien. J'aimerais bien redevenir ado à Madagascar et t'avoir comme prof. Ça doit être Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour Merci à toi. à très bientôt. Alors, le livre est disponible ici à la médiathèque. Quelques exemplaires sont à vendre. Sinon, à la librairie Clairefontaine, n'hésitez pas. Ça s'appelle Noces de Jasmin, La Belle la Grenade chez Jean-Claude Lattès. Et c'est vraiment agréable et sympa à lire. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci Hella et en live une autre fois, j'espère. Je voudrais juste ajouter un remerciement aussi à Pierre Bessette qui a permis, qui est professeur de philosophie au lycée français Tananarive et qui a permis cette qualité aussi depuis Tananarive de son et d'image parce que la connexion elle ne marche pas forcément toujours bien et avoir cette qualité-là, je vous assure que c'est assez exceptionnel. Voilà, donc je voulais le remercier. Voilà, et je voudrais te remercier, Amel, aussi pour ces questions, cet échange. Remercier Sarah, Inès, enfin toutes les personnes qui ont permis cette rencontre aujourd'hui à l'Institut français, un Tana Tunis, et un joyeux anniversaire à l'avance. Merci beaucoup. Merci à tous, à très très bientôt et espoir. Voilà, on va rester là-dessus. Merci, salut. De rien, au revoir. Au revoir tout le monde.